Donc, lorsque Fermat meurt en 1665, ses travaux sont connus de la communauté scientifique européenne. Certaines de ses lettres ont été publiées dans divers recueils. Ses idées et ses travaux, on l'a vu, ont circulé sous forme de manuscrits ou de lettres échangées. Des travaux ont été cités dans des publications. Mais il n'a quasiment rien publié, à part en 1660, chez l'imprimeur toulousain Arnaud Colomiès, un opuscule intitulé De Linearum Corporum Columbinis Rectis Comparatione, publié à la suite d'un ouvrage d'Antoine Laboubert, mathématicien toulousain dont on en parlait tout à l'heure. Il a signé des initiales MPEAS qui sont restées énigmatiques, donc je lance un appel si quelqu'un sait décrypter ce qui se cache sous ces initiales. Jusque-là, personne n'a donné d'explication satisfaisante. Il y a eu aussi ce très court poème honorifique en l'honneur de Mazarin, mais on ne peut pas dire que ce soit une vraie publication. Fermat avait pourtant accepté à la fin de sa vie l'idée d'une publication de son œuvre dont il avait chargé son ami Pierre de Carcavie. Nous y reviendrons tout à l'heure quand je décrirai la longue quête des manuscrits pour publier les œuvres de Fermat. On ne sait pas pourquoi ce projet n'a pas abouti. Et c'est enfin Samuel, le fils aîné de Fermat, qui se charge de reprendre le flambeau. Donc il rassemble les écrits de son père et les fait publier en 2 étapes. On a vu, j'y reviendrai tout à l'heure, 1670, pour simplifier, disons, le Biophante, on a parlé déjà tout à l'heure, et en 1679, les Varia Opera Mathematica. C'est cette entreprise éditoriale pour laquelle Samuel n'a économisé ni son temps ni apparemment son argent. Bel exemple de piété filiale que je vais tenter de présenter ici. Donc, je vais présenter d'abord Samuel de Fermat, au moins brièvement, puisque c'est le personnage central de cette communication, même si évidemment Pierre de Fermat est toujours présent derrière. Même si je n'en parlerai beaucoup moins que de son fils. Donc Samuel de Fermat est mort en 1697, ça on en est sûr, à l'âge de 63 ans, ce qui fait une date de naissance supposée autour de 1634. C'est le fils aîné de Pierre de Fermat, même s'il y a eu un enfant qui n'a pas survécu, né avant lui. Et il épouse en 1659 Thérèse d'Olivier, qui, comme lui, a pour père un conseiller au Parlement de Toulouse. Et il embrasse aussi la carrière de son père. Il commence aussi, comme lui, par une charge de commissaire aux requêtes en 1662. Un de ses fils, Jean-François, suivra la tradition familiale, deviendra également conseiller au Parlement de Toulouse, comme c'est assez habituel. D'après son contemporain Julien Déricourt, dont il était le correspondant, Samuel avait hérité de tous les talents de son père en dehors des mathématiques, en matière d'érudition, de poésie et de connaissance du droit. De fait, il a publié des vers latins, certains vers latins, ou je ne sais plus en quelle langue, ont été aussi présentés à l'Académie de Castres. Il a publié 3 dissertations juridiques, une traduction latine du traité de la charte des écrivains grecs, ariens et éoliens, ce qui est quand même plus rare, et on peut penser qu'il a appris le grec, peut-être pas auprès de son père l'a fortement encouragé à apprendre le grec. Il aurait également entretenu une correspondance avec Antoinette Salvan-Saliès, la petite muse d'Albi, fait partie des sociétés académiques avec Linné toulousaine, ou du moins fréquenter ses membres. Mais je ne suis pas apte à juger la qualité de son œuvre. En tout cas, on peut dire qu'elle est complètement tombée dans l'oubli. Et c'est surtout la publication des œuvres de son père qui lui vaut aujourd'hui une petite notoriété. En l'absence de sources, on peut supposer que Samuel, désigné comme héritier par son père, a formé très rapidement après la mort de celui-ci le projet d'éditer ses œuvres. Mais le souci est qu'il ne disposait pratiquement d'aucun élément. Donc, comme il a été dit, Fermat communiquait essentiellement ses recherches par lettres. Il y joignait souvent des
manuscrits de traités, souvent les originaux, il ne gardait pas de copies, par paresse, comme ce leitmotiv, Fermat était vraiment quelqu'un de très paresseux. Il demandait bien de temps en temps qu'on lui renvoie une copie, mais la paresse était aussi partagée par ses correspondants. Donc il n'avait pas grand-chose des écrits qu'il avait produits, notamment des lettres qu'il avait envoyées. Il aurait été logique quand même que Samuel dispose des lettres reçues par son père et de quelques documents qu'il aurait gardés. Alors, soit Pierre de Fermat a été négligent et a peut-être égaré de nombreuses lettres, soit on peut supposer aussi que Pierre de Carcavie, donc avec qui il avait formé le projet d'éditer ses œuvres, avait conservé par-devers lui un certain nombre de documents. On verra plus tard qu'il n'a pas mis ces documents à disposition de Samuel. Alors je vais commencer par l'édition des 6 livres d'arithmétique de Font, qui est le premier ouvrage édité par Samuel. C'est sans doute une solution de facilité parce que, donc je ne reviens pas sur la nature de cet ouvrage. Donc cet ouvrage, il l'avait reçu sans doute avec la bibliothèque de son père. Ce n'était pas un papier qui se perdait ou que l'on avait communiqué à Pierre-Paul Jacques. Et il avait sans doute aussi l'intuition de l'importance des notes marginales avec les observations de son père. On ne sait pas du tout quelle aide a reçu Samuel de Fermat, qui n'était pas mathématicien, pour l'édition scientifique, on verra qu'on peut y mettre quelques guillemets, de cet ouvrage. On a pu supposer que le mathématicien Jacques de Billy, qui a rédigé un traité publié en annexe de cet ouvrage à partir des lettres que lui a envoyées son père, a apporté une contribution à l'édition générale de l'ouvrage, mais en fait, on n'en sait rien ne nous permet de l'affirmer. Aucune source non plus ne nous permet de savoir si Samuel a cherché à faire imprimer cet ouvrage à Paris chez un imprimeur libraire réputé. Alors je dis tout de suite imprimeur libraire, grosso modo, et j'emploierai parfois ce terme, avec des nuances bien sûr, c'est l'équivalent d'éditeur actuel. Donc on ne sait pas s'il a voulu le faire imprimer dans la capitale avant de se décider de le faire à Toulouse, ou s'il a choisi d'emblée, là aussi la solution la plus commode, c'est de s'adresser à quelqu'un sur place. Une telle entreprise nécessitait de faire appel à un imprimeur d'une certaine importance. On le verra tout à l'heure, il faut des caractères grecs, quelques figures mathématiques, une mise en page un peu complexe, et donc il ne pouvait pas s'adresser à n'importe qui. Parmi la demi-douzaine d'imprimeurs libraires vraiment actifs à Toulouse vers 1670, aucun n'avait imprimé d'ouvrage de ce genre. Par fidélité, il aurait pu se tourner vers la veuve d'Arnaud Colomiès qui avait édité la seule œuvre publiée du vivant de Pierre de Fermat. Mais bon, peut-être qu'il n'a pas fait confiance à la veuve d'Arnaud Colomiès qui d'ailleurs avait une activité assez réduite. Un autre éditeur avait quand même publié un ouvrage de mathématiques, François Wood, mais un ouvrage prenant la défense des théories de la Louvet, mais un ouvrage assez, assez modeste en fait. Le choix final s'est porté, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que je n'avais pas de portrait de Samuel de Fermat, mais au moins un échantillon de son écriture et de sa signature, une lettre à un correspondant inconnu qui est à la bibliothèque municipale. Donc le choix final s'est porté sur Bernard Bosc, qui n'était absolument pas un grand imprimeur libraire, même à l'échelle de Toulouse, et qui publiait plutôt ce genre d'ouvrage, petit format, de qualité médiocre, qui ne paraissait pas armé à éditer un tel livre que de Font. Bon, peut-être tout simplement, c'est le seul qui a accepté de se charger de l'aventure. Alors sur Bernard Bosc, nous ne savons pas grand-chose, car l'édition
au XVIIe siècle à Toulouse, pour l'instant, n'a fait l'objet de pratiquement aucun travail. C'est surtout le XVIe et le XVIIIe qui a intéressé les chercheurs en histoire du livre ou en histoire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie d'une dynastie d'imprimeurs libraires, comme c'est souvent le cas. Le premier est Dominique, l'arrière-grand-père, qui a commencé à Toulouse en 1570. Et l'homme le plus important dans cette dynastie, c'est le grand-père de Bernard, Pierre Bosc, qui a une activité importante, ayant notamment imprimé un ouvrage en grec et des ouvrages scientifiques. Je passe, je ne compte pas, autant de le faire plus loin. Donc avant 1670, Bernard Bosc a publié une dizaine d'ouvrages seulement, enfin sans doute un peu plus, il y a une dizaine qui sont conservés, surtout religieux, quelques textes littéraires, un peu de poésie contemporaine, de la littérature classique. C'est donc chez lui que l'ouvrage est publié au tout début de l'année 1670 à Toulouse. Pour connaître les circonstances exactes de la publication de cet ouvrage, il aurait été utile de posséder le contrat, de voir le contrat passé entre Samuel de Fermat et Bernard Bosc, s'il y en a eu un. Mais bon, je vais prendre le temps à manquer. Peut-être quand j'aurai plus de loisirs, je pourrai faire des recherches dans les archives. Il faut savoir que le plus souvent, ces contrats se passaient sous seing privé et que donc les recherches risquent d'être longues et en plus infructueuses. Alors, on peut quand même émettre une hypothèse, c'est... Alors, dans Paul Tannery, dans l'édition des œuvres qui font encore autorité, des œuvres complètes de Fermat, il indique que l'ouvrage a été publié à compte d'auteur. Donc, pour moi, je n'ai pas trouvé de quoi affirmer, être sûr que ce soit vraiment un compte d'auteur. Il n'y a pas la mention aux dépens de l'auteur, qui normalement était obligatoire pour les éditions à compte d'auteur. Par exemple, La Gêne de François Viette a été publié en 1644 avec cette formule. Mais si on fait l'exégèse de l'adresse typographique, donc c'est Excoudebat Bernard Bosc, Excoudebat veut dire imprimé. Donc ce n'est pas la mention apud ou père qui indique chez l'imprimeur. Ça peut laisser supposer que ça a été imprimé par Bernard Bosc aux frais quand même de Samuel de Fermat. Mais là, ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, on est sûr qu'une partie de l'illustration, on est sûr, je pense être sûr, qu'une partie de l'illustration a été financée par Samuel. L'ouvrage paraît sans autorisation ni privilège, alors que c'était obligatoire pour l'apparition de tout nouveau livre ou de toute nouvelle édition très augmentée. Alors, bon, à cette époque, ce qui était obligatoire n'était pas forcément suivi avec une rigueur exemplaire. Il s'agit sans doute d'une négligence de l'imprimeur libraire. L'ouvrage ne présentait aucun caractère suspect et ne courait, je pense, aucun risque d'être interdit. Mais donc l'imprimeur libraire se prive du monopole que lui garantissait le privilège. Le privilège n'était pas seulement dans des fins de censure, mais aussi accorder un monopole qui interdisait à tout autre imprimeur libraire de faire d'éditer le même texte pendant une durée de 5-10 ans. Mais peut-être ont-ils songé que personne ne serait assez fou pour se lancer dans une aventure aussi peu rentable. Alors, je vais passer assez rapidement sur le contenu. Donc, le titre choisi, comme souvent, est très long. Donc, les 6 livres... je traduis. Les 6 livres arithmétiques et le livre des nombres polygones de Diophante d'Alexandrie, avec des commentaires de C.G. de Bachet et les observations de M. Pierre de Fermat, sénateur de Toulouse, suivi de nouvelles découvertes sur l'art de l'analyse, texte établi d'après diverses lettres du même Fermat. Donc le titre est très long et pourtant il ne cite pas tous les contributeurs de l'ouvrage et il faut chercher à l'intérieur de l'ouvrage pour voir en fait tous ceux qui ont participé.
précédemment ou pour cette édition précise à la vente. Donc l'ouvrage débute par un ensemble de pièces liminaires sur 10 pages que je vais quand même présenter parce que ce n'est pas totalement un hasard. Donc d'abord une épître dédicatoire à Colbert, signée Samuel Fermat, enfin S. Fermat, qui est le seul endroit de l'ouvrage qui indique le rôle joué par Samuel. Donc on déduit, d'après la lecture de l'épître dédicatoire, que c'est Samuel qui a été l'éditeur scientifique de l'ouvrage. Donc il était d'usage de dédier les ouvrages publiés à un personnage puissant, sur le plan local ou sur le plan national, en espérant plus ou moins se placer ainsi sous son haut patronage. Les épîtres dédicatoires à Colbert, protecteur des arts et lettres, sont très nombreuses, mais révèlent pour un livre imprimé à Toulouse une certaine ambition, car il y a peu de livres imprimés à Toulouse portant cette dédicace, en dehors, par exemple, d'un ouvrage du juriste scientifique renommé Nadine Dotzer. Une préface non signée, pas l'image de la préface. Une préface au lecteur bienveillant, selon la lecture courante, qui est le seul endroit où Samuel présente un peu le contenu de l'ouvrage et apporte quelques petites précisions sur les sources, sur ces remarques faites dans la marge de l'exemplaire de 1621 possédé qui était dans la bibliothèque de Fermat. On y apprend le nom du traducteur du texte de Diophante, l'humaniste allemand Zilander, ou le rôle joué par le mathématicien Jacques de Lilly, donc dans ce fameux traité qui est joint à l'ouvrage, enfin qui complète l'ouvrage. L'ouvrage se poursuit ensuite par l'éloge de Fermat paru dans le journal du savant du 9 mars 1665, écrit par Pierre de Carcavie, qui montre bien que ce livre n'est pas une énième édition, enfin, il n'y a pas eu tant que ça, une nouvelle édition du texte de Diophante, mais surtout une édition partielle de l'œuvre de Fermat. C'est bien ce qui importe à Samuel. Ensuite est reproduite l'observation de Fermat sur Sinésius, dont il a été question tout à l'heure, extraite du traité de la mesure des eaux de Castelli, 2 extraits de l'aide de Descartes à Fermat et 3 courts extraits où les théories mathématiques de Fermat sont évoquées par ses contemporains. Donc des textes déjà publiés qui sont mis dans les pièces liminaires. Alors, la première partie du texte de l'ouvrage proprement dit débute ensuite. Donc le traité intitulé, là aussi traduction à peu près, Nouvelle découverte sur l'art de l'analyse. Et là, le titre de départ précise bien qu'il a été établi d'après les lettres que Fermat a adressées à Jacques de Lille. Il est suivi donc par les commentaires de Bachet sur les 3 premiers livres d'Éporisme de Diophante, je passe vite, et vient ensuite le cœur réel de l'ouvrage sur 300 pages environ, le texte des 6 livres des arithmétiques, qui présente sur une même page donc, la traduction latine de Xylanter, le texte grec, les commentaires de Bachet, et quand il y en a, les annotations de Fermat qui sont indiquées en italique, le plus souvent avec les initiales DPF ou, ce qui est assez rare, la formule est développée, Domini, Petri, Fermat. Donc j'ai reproduit donc, la plus célèbre de ces annotations, je ne développerai pas. Vient le texte ensuite des nombres polygones, suivant le même système, mais avec des annotations de Fermat moins nombreuses.
Et enfin, l'ouvrage se termine par un petit appendice introduit par une note qui indique en substance que pour ne pas laisser blanches les 4 dernières pages du cahier, il nous a plu d'ajouter 2 lettres de Fermat contenant des observations sur les auteurs grecs, dont certaines ont un rapport avec les mathématiques. Il s'agit d'une lettre de Jacques Blanchin, une lettre à Jacques Blanchin, et une à Paul Pélisson, tous 2 membres de l'Académie d'équestre. Alors cette formule est assez amusante et renforce un peu l'impression de livre composite. Et c'est peut-être un clin d'œil à Pierre Saporta qui avait introduit lui-même la fameuse observation sur Cinésius par une formule un peu équivalente. Les pages qui restent vides dans ce cahier m'ont donné la pensée de les remplir de la belle observation que j'ai apprise ces jours passés de l'incomparable Monsieur de Fermat. C'est une façon un petit peu cavalière d'introduire le texte de Fermat. On a vu qu'il nourrissait une telle admiration qu'il n'a pas dû prendre en marge. Alors, l'ouvrage est publié sans aucun apparat critique, si je peux employer un peu ce terme. La présentation dans la préface des sources est vraiment très sommaire. Il n'y a aucune note, aucun index, même pas une table des matières. Et ça, on ne le retrouve pas pour les mariés opéra. En plus, selon le jugement de Paul Tannery, que je n'ai pas vérifié, l'édition du texte des Bachet est passablement fautive. Pour l'édition du texte des annotations de Fermat, il est difficile d'en juger, puisque l'exemplaire original a malheureusement disparu, comme certains le recherchent encore. Après la parution de l'ouvrage, un feuillet d'errata a été ajouté pour corriger quelques erreurs, sans doute à la suite de la lettre adressée par Samuel par Henri Justel en août 1671. Je présenterai plus loin cette correspondance. Donc, dans cette lettre, celui-ci se faisait le portrait d'Henri Oldenbourg, dont il a été question tout à l'heure aussi, qui juge nécessaire d'avoir un errata parce qu'il y a beaucoup de fautes d'impression. Nous ne savons pas à quelle date cet errata a été imprimé. Il est conservé dans un très petit nombre d'exemplaires. En France, je ne suis pas sûre qu'il soit conservé, alors peut-être à la bibliothèque de l'école polytechnique, mais j'ai un petit peu honte de le dire. Les notices sont souvent très peu détaillées dans les catalogues français, beaucoup moins détaillées que dans les catalogues anglo-saxons. En tout cas, cet errata existe dans au moins 2 ou 3 bibliothèques anglaises. Donc, je n'ai pas pu le voir, il n'est pas dans les exemplaires qui sont en ligne. Et je n'ai pas poussé la conscience professionnelle jusqu'à acheter pour 57 000 € à peu près l'exemplaire qui est en vente chez un libraire aux États-Unis et qui possède bien le rapport. Alors, quelques mots sur la bibliographie matérielle. Donc l'ouvrage a été édité en grand format, ce qui était un choix difficile à assumer, d'abord sur le plan financier, puisqu'on considère que le papier représentait à l'époque, et je crois presque encore maintenant, la moitié du coût d'impression d'un ouvrage. D'autre part, en 1670, la mode n'était plus du tout au grand format, mais plutôt aux livres maniables, qui étaient en plus vendus moins cher. On peut expliquer ce choix par 2 raisons matérielles. Donc la présentation du Diophante avec le texte latin, texte grec, commentaire, etc. nécessitait une page assez grande où on pouvait faire cohabiter toutes ces portions de textes divers. On peut y voir aussi la volonté de Samuel d'éditer, alors je n'ai pas un groupe, mais un monument à la mémoire de son père. Certains très rares exemplaires de luxe ont été imprimés sur grand papier, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus grands, à peu près, on va dire 10 cm de plus que les exemplaires ordinaires. Le papier est de qualité supérieure au papier habituellement utilisé par Bernard Loss. J'ai pu déceler un filigrane, mais que je n'ai pas pu identifier non plus. La composition typographique
a représenté un véritable tour de force pour Bernard Bosc. Je pense qu'il a dû s'en souvenir assez longtemps. D'abord, les caractères grecs. Alors, d'où lui venaient ces caractères grecs? Il n'a plus rien imprimé, il n'avait jamais rien imprimé en grec avant, il n'a plus rien imprimé en grec depuis. Donc ça, mystère. Le livre est rempli de tableaux et de formules mathématiques qui sont un petit peu bricolées. Enfin, vous voyez là ces fractions avec ces nombres gigantesques qui ont sans doute nécessité une gravure sur bois. Enfin, il n'y avait pas de caractère typographique permettant d'imprimer cela. Il a fallu les graver sur bois spécialement. Et évidemment, ils conservent que sur bois. Alors, quelques mots maintenant sur l'illustration. La page de titre est ornée. Alors, ce n'est pas une marque d'imprimeur, parce que, comme il est souvent dit, la marque d'imprimeur, c'est le logo de l'imprimeur. Pour simplifier, Bernard Bosc n'en utilisait pas. Et cette même gravure, on la retrouve sur certains exemplaires des Varia Opera, donc publiés chez un autre éditeur. Donc, ce n'est pas une marque, c'est une vignette illustrative qui a été sans doute choisie et financée par Samuel. Il s'est adressé au graveur toulousain Florent François Rabot, qu'il avait peut-être connu en 1667, puisque celui-ci a illustré une thèse de logique d'étudiants du collège des Jésuites où étaient représentées plus d'une centaine d'armoiries de tous les parlementaires toulousains, donc Samuel. Alors, bon, c'est peut-être les mathématiques qui sont évoquées à travers la représentation de la musique. Bon, on a plutôt l'habitude d'associer Pythagore à Orphée plutôt que Levant. Alors, un choix coûteux a été fait de faire quelques ornements sur cuivre, ce qui implique de passer 2 fois la feuille sous une presse. Donc on voit le bandeau de dédicace à Colbert, la première lettre de la dédicace avec l'emblème de Colbert et le début des arithmétiques. Sans doute ces ornements sont gravés aussi par Rabot, mais là ils ne sont pas signés. Et quelques très rares exemplaires comportent le portrait de Fermat, apparemment seulement les exemplaires sur grand papier, ce qui est logique parce que ce portrait est plus grand que les exemplaires du Diophante normaux. Mais il comporte le portrait de Fermat sans le nom de Fermat, sans la légende. Je n'ai que des questions. François de Poilly est quand même un graveur important parisien du XVIIe siècle. Qui a commandé ce portrait? À quelle date? Est-ce qu'il préexistait à l'édition du Diophante? Déjà, bon, il a été sans doute vraiment utilisé pour le Diophante dès 1670. Pourquoi ensuite, dans les Varia Opera, on a rajouté le nom de Fermat? Bon, ça, on ne le sait pas exactement. Alors, quelques figures mathématiques ont aussi été ajoutées dans le texte, mais là, sûrement en bricolant avec des éléments typographiques plus ou moins habilement assemblés. Alors, nous ignorons, donc, puisqu'on n'a pas de contrat, pas de source, quel a été le tirage du Diophante, mais en revanche, on est assez bien renseigné sur les difficultés rencontrées pour sa diffusion grâce aux lettres envoyées par Henri Justel à Samuel de Fermat. Cette correspondance constitue un témoignage précieux sur l'ensemble des éditions posthumes de Fermat par son fils, sera évoqué à plusieurs reprises. Il s'agit d'un ensemble de 73 lettres envoyées par Henri Justel à Samuel de Fermat, conservées à la bibliothèque municipale de 1669 à 1681, qui porte aussi l'ex-libris de l'abbé Delio, donc aussi question sur la provenance, sans doute, on ne sait pas. Donc, par ces lettres, on voit comment Samuel s'est vraiment démené, on peut dire, pour assurer la diffusion de cette première édition des œuvres de son père et toute l'aide que Justel lui a apportée.
Samuel fait de nombreux envois au monde savant pour que cet ouvrage soit connu des réseaux érudits et scientifiques dès janvier 1670. Il semble aussi qu'il s'occupe lui-même de la diffusion en librairie. Il s'efforce, par l'intermédiaire de Justel, de faire accepter à des libraires parisiens des exemplaires du Dauphin contre d'autres livres selon le système d'échange qui était courant à l'époque entre libraires parisiens et libraires de province. Mais là, il semble que les exemplaires, c'est Samuel lui-même qui les échange contre des livres. Des livres qu'il achète, enfin qu'il change contre des livres pour sa bibliothèque propre, puisqu'à un moment, Justel lui demande aimez-vous les ouvrages de philosophie ou d'histoire? Dans ce cas-là, je vous fais un catalogue de ce que propose tel libraire et on pourra les échanger. Par l'intermédiaire d'Henri Oldenbourg, qui était correspondant de Justel, Fermat est aussi, Samuel est aussi en contact indirect avec des libraires anglais et envisage aussi de contacter des libraires hollandais. On ne sait pas s'il y a une suite. Ces efforts ne sont pas couronnés de francs succès et Henri Justel se plaint que les libraires ne sont pas assez actifs. Alors, les Varia Opéra, l'édition scientifique va être beaucoup plus longue, enfin la gestation de l'édition va être beaucoup plus longue. On pense que ce projet a été formé par Samuel dès l'apparition du Dauphin et il a été encouragé par l'intermédiaire de Justel qui lui indique que beaucoup réclament une édition plus complète. Alors, je passerai assez vite sur la longue quête pour rassembler les manuscrits, puisqu'on a vu que Samuel n'avait presque rien en sa possession. Donc là, Justel fait preuve aussi d'un dévouement certain, donc il demande à plusieurs personnes. Et il indique que beaucoup de savants refusent de communiquer les manuscrits qu'ils possèdent car ils le considèrent comme un trésor. C'est le cas notamment de Pierre de Carcavie. Alors là aussi, point d'interrogation, pourquoi Pierre de Carcavie a mis tant de mauvaise volonté? Est-ce qu'il avait un projet personnel? Bon, pourtant c'était quand même le mieux placé pour communiquer ces documents. Il y a aussi la recherche d'un éditeur scientifique, puisque Samuel aimerait bien avoir de l'aide dont plusieurs personnes sont contactées, et apparemment, tout le monde indique qu'il n'a pas assez de temps. C'est toujours le problème. Pour imprimer l'ouvrage, donc Samuel doit se résoudre à l'éditer lui-même. Mais pour imprimer l'ouvrage, Justel l'encourage à faire appel à des imprimeurs parisiens. Mais il ne trouve personne. Il espère à un moment que Carcavie pourra le faire imprimer à l'imprimerie nationale, mais cet espoir est vain. Il propose à Samuel de s'adresser à un imprimeur libraire anglais, puisque les Anglais ont tant de vénération pour Monsieur votre père, c'est toujours Monsieur votre père, mais finalement, Samuel a dû sans doute refuser de traiter avec l'anglais, c'était trop compliqué de Toulouse. Donc, il finit par se résoudre à le faire imprimer à Toulouse, si l'on peut dire. Donc, il s'adresse, cette fois-ci, il ne s'adresse pas à Bernard-Ross, qui était peut-être, mais pas recommencer une deuxième fois de s'attaquer aux œuvres de Fermat. Il fait appel à Jean Pêche, qui avait publié des ouvrages d'une qualité un peu supérieure quand même à ceux de Bernard-Ross, et qui n'a pas dû... Samuel a dû être content de ses services, puisqu'ensuite il a fait publier ses œuvres un an après chez le même imprimeur. Donc l'ouvrage paraît en 1679, et là cette fois-ci la presse met bien chez Jean Pêche, donc là il s'agirait plutôt d'une vraie édition, mais bon, toujours pareil, sous réserve. Alors, sur le contenu, je passerai assez vite. Cette fois-ci, l'épée dédicatoire est adressée
à Ferdinand de Fürstenberg, prince-évêque de Paderborn, qui était érudit et mécène généreux, et en plus, je ne les ai pas reproduits, il y a tout un tas de petits poèmes honorifiques en sa faveur. On ne sait pas si ensuite ce grand personnage a favorisé la diffusion des variés-opéras. L'ouvrage se poursuit par une préface et il reproduit telles que les pièces liminaires de Liofante, avec pratiquement la même typographie, sauf 3 lignes qui sont rajoutées, bon, chose qui serait un peu considérée actuellement comme une sorte d'escroquerie, hein, puisque sans indiquer que ça a déjà été publié, il met telles quelles les mêmes pièces liminaires. Donc ensuite, voilà, oui, 3 lignes. Ensuite, le texte proprement dit, qui est une juxtaposition de traités, dont un déjà publié, celui publié en 1660, et ensuite les lettres de Fermat, avec quelques-unes de celles qui lui ont été écrites par plusieurs personnes de grand savoir sur divers sujets de mathématiques. Donc certaines de ces lettres ont été publiées, celle de Digby par exemple, les autres déjà publiées, Samuel se contente de faire un renvoi. Donc il se termine par le fameux poème qu'on a vu tout à l'heure. Là encore, pas de réel travail scientifique, il y a quand même 2 petites notes de bas de page. Et surtout, pas de table, donc c'est vraiment très malcommode d'utiliser, de s'y retrouver. Alors, la bibliographie matérielle, donc du point de vue des équations, etc., c'est beaucoup plus simple que le Liofante. Il existe 2 versions. Une version rare avec la même illustration, donc qui prouve bien que c'est Samuel qui possédait cette illustration, et une version avec l'ornement gravé sur bois, qui coûte bien moins cher, qui est la plus courante, que l'on trouve un peu partout. Il n'hésite pas aussi à réutiliser certains bandeaux, celui du bas, on l'a déjà vu, évidemment le bandeau de la dédicace, donc quand même le change. Et il y a à la fois des figures gravées sur cuivre et des figures mathématiques gravées sur bois ou typographiées. Il y en a plus d'une centaine. Donc on ne sait pas du tout qui a réalisé ces gravures. Donc pour la diffusion de l'ouvrage, on a beaucoup moins de sources, on n'a même pratiquement pas de sources. Tout ce qu'on sait quand même, ce qui est intéressant, c'est que Justel a servi d'intermédiaire pour obtenir un compte rendu dans le journal des savants, ce qui est effectif dès le 20 mars 1779. Donc le journal des savants avait une réactivité peut-être pas beaucoup de revues scientifiques actuellement. Le nombre d'exemplaires conservés de cet ouvrage peut donner des indications avec beaucoup de pincettes sur l'importance de sa diffusion, parce qu'il y a tellement de caractères qui rentrent en jeu sur la conservation long terme d'un ouvrage qu'on ne peut pas employer de formule mathématique pour savoir si on en a tant d'exemplaires, c'est qu'il y en avait tant au départ. Malheureusement, cette formule n'existe pas. Donc d'après, là aussi, avec les pincettes, les catalogues à notre disposition, on recense en gros plus de 125 exemplaires dans le monde, des variés-opéras, et le Liofante c'est un petit peu moins, ce qui fait que ce n'est pas un livre extrêmement rare quand même. Il y en a finalement relativement peu en France, 34, mais 7 rien qu'à Toulouse, 52 pour le reste de l'Europe, 37 pour les États-Unis, donc il y a à peu près une vingtaine d'universités américaines qui possèdent à la fois les variés-opéras et le Liofante, sans doute des achats de collectionneurs ou de l'université elle-même. On note même un exemplaire à l'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Donc le domaine asiatique n'est pas recensé dans les catalogues. Donc en conclusion, désolé d'avoir passé, les éditions toulousaines de Fermat, sans être d'une grande qualité scientifique, représentent une très belle aventure éditoriale menée à bien malgré de nombreuses difficultés et qui a produit 2 beaux ouvrages qui ont permis de rassembler à l'époque tout ce qui a pu être
multiplié par tout ce qui a pu être rassemblé de Fermat, et qui a permis notamment à deux éditeurs toulousains d'être cités dans de nombreuses bibliographies américaines, notamment une qui s'appelle, qui recense uniquement une centaine d'ouvrages, ouvrages scientifiques, ouvrages emblématiques des sciences, les deux ouvrages figurent. C'est surtout un bel exemple de piété filiale. Donc on a vu, Samuel Fermat, c'est beaucoup d'aimer. Et ce n'est pas totalement un hasard si les Varia Opera s'ouvrent par une phrase de l'épître dédicatoire évoquant le devoir de piété filiale. Donc j'aurais accompli mon devoir de piété filiale si tu ne rejettes pas le présent que je te fais, dit-il, et se termine par cette fameuse mise en abîme du Fils et du Père, etc., pour les deux derniers vers qui clôt l'ouvrage. Désolée, un petit peu dépassé.